quoi on parle quand on évoque les soft skills, et puis peut-être 2 ou 3 premiers chiffres sur les grands enseignements de l'étude qu'a mené Monster, peut-être aussi détailler l'étude finalement. Oui, déjà à l'occasion de te remercier, on l'a déjà fait, donc c'est la deuxième étape du tour aujourd'hui à Lille. Merci à tous d'être présents. Merci à toi Hugues, encore une fois, de nous avoir proposé de te rejoindre sur ce projet. C'est une joie pour nous renouvelée à chaque coup de venir te rejoindre sur ces événements. Voilà, donc pour revenir sur le sujet des soft skills, du coup, quelle définition? C'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Disons que plusieurs personnes, chaque personne aura une définition à peu près différente du sujet. Et du coup, on a pris le parti de parler de soft skills de manière inverse, c'est-à-dire se dire que tout ce qui relève des soft skills est l'inverse du hard skills finalement. C'est-à-dire que c'est tout ce qui ne rentre pas dans le champ des compétences techniques, métiers à proprement parler. Et on peut les diviser en deux parties finalement. Ce sont donc ces compétences comportementales et d'un côté et ces savoir-être de l'autre. Compétences comportementales qui peuvent s'acquérir, sur lesquelles on peut se perfectionner, comme par exemple la gestion du stress ou le sens de l'organisation, par exemple. Inversement, les savoir-être sont plus difficiles à travailler puisqu'ils relèvent plus facilement finalement d'une éducation, d'une personnalité. Et on peut citer par exemple le sens de l'abnégation ou le fait de le fait de faire preuve d'empathie. C'est compliqué si naturellement on n'en fait pas preuve de pouvoir développer ce type de compétences-là. Et évidemment, les soft skills sont de plus en plus intéressantes pour les recruteurs. On y fait de plus en plus attention et ça va dans le sens de l'histoire, quoi. D'accord. Et vous vous intéressez au sujet, ou depuis quand le sujet a émergé sur le marché, entre guillemets, chez Monster? Alors, chez les recruteurs, ça fait plusieurs années maintenant qu'effectivement le sujet est arrivé en haut de l'échelle d'intérêt des recruteurs. Et finalement, avec cette accélération des nouveaux métiers qui arrivent, ces métiers qui changent, et ben, les recruteurs ont le réflexe de vouloir se raccrocher à quelque chose qui sera pérenne. Et en l'occurrence, il s'agit des compétences comportementales et des savoir-être sur lesquels on peut miser pour pouvoir s'entourer des meilleurs profils, ceux qui seront capables de se développer en même temps que l'entreprise, quel que soit le poste sur lequel ils seront rentrés à l'origine. Très clair. Peut-être du coup, quand est-ce que vous avez mené l'étude? Alors, quel était son objectif? On a mené quelques l'étude retours en fin 2018. Donc l'idée, c'était effectivement d'avoir une photographie en fonction des différentes typologies de recruteurs, grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, et puis les plus petites structures. Alors pas forcément des startups nécessairement, mais les startups aussi ont des besoins forts sur les soft skills. Et donc on a interrogé 450 recruteurs d'un panel large de clients Monster. Et voilà, l'idée c'était de monitorer et de voir dans quelle mesure est-ce que les soft skills étaient effectivement une part importante de leur recrutement, enfin une base de leur recrutement importante, et puis quelles pouvaient être les différences d'une typologie d'entreprise à une autre. Est-ce que les soft skills attendus étaient les mêmes d'une typologie à l'autre? Est-ce qu'ils étaient pris en compte de la même manière dans les processus de recrutement? La formation aussi. Est-ce qu'on formait, une fois entrés dans l'entreprise, les salariés sur ces soft skills, les accompagner pour les faire monter en compétences là-dessus? Et donc on a noté effectivement qu'il pouvait y avoir des différences. La majeure, c'est effectivement les petites entreprises font très attention lors du moment du recrutement à identifier les bons soft skills chez les candidats. Parce qu'ils y font moins attention derrière, ils les accompagnent beaucoup moins pour les développer, et même au cours des évaluations annuelles, par exemple, on fait rarement des points sur est-ce que tu t'es amélioré sur tel ou tel soft skills. Les grandes entreprises prennent en compte évidemment au moment du recrutement, mais moins que les plus petites. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus en mesure que les petites d'accompagner les salariés sur cette formation-là, et de les suivre au fur et à mesure sur cette évolution au travers justement des processus d'évaluation annuelle. Donc ça a été effectivement le phénomène majeur qui est apparu dans cette étude. Ok, on va essayer de rentrer dans le détail là, pendant cette table ronde, notamment Oui. avec des retours d'expérience concrets de nos intervenants. Donc Frédéric et Damien, vous êtes tous les deux recruteurs, vous recrutez pour
pour vos clients. Peut-être que Frédéric, vous pouvez commencer en nous disant un mot sur e-consulting RH. Et puis vous aussi, quand est-ce que vos premiers clients sont venus vous voir ou quand est-ce que vous êtes allé voir vos premiers clients pour leur dire, voilà, les soft skills émergent, il faut commencer à les prendre en compte? Écoutez, bonjour à tous et à toutes, et merci à Monster pour cette invitation. Nous, on gère à peu près 250 postes, essentiellement pénuriques, donc on travaille que sur des métiers en tension, et on ne fait pas que du digital. Donc je vais vous apporter une vision qui n'est pas orientée que IT, que digital, et dans ces métiers-là. Pourquoi les entreprises arrivent vers les soft skills? C'est que tout simplement, dans beaucoup de pans d'activité, on n'a plus de candidats. Si vous prenez la fonction commerciale, il y a à peu près 400 000 en fait, commerciaux sur lesquels nous sommes en attente sur le marché. Lorsqu'une entreprise en fait, souhaite recruter, le premier réflexe, c'est typiquement ce qu'on appelle les hard skills. Donc c'est du copier-coller, on veut une compétence technique, on veut un axe professionnel, on veut un diplôme, on veut une certification. Ça, c'est le réflexe premier du recruteur. Sauf que quand on n'a plus de matière, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que de s'orienter vers d'autres types de compétences, d'autres types de comportements qui vont faire que l'entreprise, si on souhaite recruter par exemple un commercial, on va peut-être plus s'orienter vers ce qu'on appelle soft skills, donc des traits de comportement qui sont adaptables par rapport à un besoin. Okay. Pour former sur les hard skills ensuite. Voilà, ouais. Les soft skills, c'est aussi un moyen pragmatique de répondre aux besoins du marché. Si vous prenez par exemple dans la fonction commerciale, il y a tout un tas de métiers en fait qui sont adaptés, comme la restauration. Il y a des gens qui bossent, ils ont de l'empathie, ils sont courageux, etc. Qu'on peut amener vers ces métiers-là. Donc premier critère, c'est aussi répondre à un besoin du marché qui est essentiellement pénurique. Et deuxième chose également, c'est aussi répondre aussi à un besoin des entreprises, qui est de se dire, dans les sociétés, on sait très bien que les compétences techniques évoluent de plus en plus vite. À l'époque, moi je suis, on va dire, pas trop l'ancienne génération, mais limite. On apprend un logiciel, on en avait pour 15-20 ans. Maintenant, lorsqu'on apprend une compétence technique ou ce type de compétence, au bout de 4 ans, tout peut être balayé en fait par apparition de nouvelles technologies, un nouveau savoir-faire. Donc on n'a pas d'autre choix pour faire perdurer une collaboration dans une entreprise, pour réengager, on va dire tout simplement le collaborateur dans sa société, que de s'orienter, on va dire, sur des critères qui sont plus subjectifs, mais aussi plus difficilement évaluable, dans l'objectif de faire perdurer en fait la collaboration qu'on peut avoir dans une entreprise. Très clair, merci beaucoup. Damien, chez We Love Devs, alors merci Damien d'avoir accepté mon invitation. Damien n'est pas très golf, j'ai quand même réussi à lui dire le sujet c'est pas le golf, on fait un événement pour les entrepreneurs sur un golf, mais on essaye de faire du contenu et le golf n'est pas la principale comment dire, thématique ou en tout cas intérêt de la journée. Toi, chez We Love Devs, pour le coup, tu es sur une typologie de métier très particulière qui sont les développeurs. Ouais, et puis on peut pas dire qu'on soit des recruteurs non plus. D'accord. On fait pas du recrutement, on fait uniquement de la marque employeur. Okay. Nous, on répond à la question d'une entreprise, comment être attractive pour être auprès des développeurs. Ok, donc tu fais pas du recrutement directement de développeurs. Ce qui en vrai, en termes de métier, est très différent. J'ai pas de problématique. Enfin, je ne travaille pas forcément sur la qualification, mais c'est in fine, mes clients sont pas contents s'ils n'ont pas recruté en utilisant nos outils. Oui. C'est pas notre responsabilité entièrement. D'accord, je comprends très bien. Donc vous essayez d'aborder cette thématique des soft skills dans la façon de présenter l'entreprise auprès des candidats. Ouais, parce que déjà dans le métier des développeurs, en fait, on parle beaucoup des hard skills parce qu'ils sont faciles à trouver. On veut des développeurs qui font du Java, qui font du PHP, et on se focalise dessus parce qu'ils sont évidents. Alors qu'en fait, la différence entre un développeur et un très bon développeur, ça va être les soft skills. Okay. Et ça va être la capacité pour un développeur de comprendre les enjeux de l'entreprise, de comprendre comment les développeurs prennent position dans l'entreprise, comment ils créent de la valeur, comment ils numérisent l'entreprise. Et c'est les soft skills qui sont nécessaires. Il faut bien voir que les développeurs, c'est pénurique, mais ça reste un secteur où il y a du chômage. En fait, on est quand même à 2 à 3% de chômage dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Dans les Hauts-de-France, excusez-moi. Le chômage, c'est directement lié aux soft skills. C'est-à-dire que nos clients, ils trouvent des développeurs qui ont la compétence, mais ils ne les embauchent pas parce qu'ils n'ont pas le savoir-être. On parle beaucoup de savoir-être. Okay. C'est une partie de soft skills. Ça fait le lien parfait avec vous, Claudia, qui donc avait lancé la thématique et l'enseignement des soft skills au niveau national chez Epitech. Donc vous pouvez représenter peut-être Epitech et puis nous dire finalement, vous, qu'est-ce qui vous a mené, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé chez Epitech d'enseigner ce sujet? Alors à Epitech, on forme des experts dans les technologies de l'information et de la communication. On
forme des gens qui sont conscients des enjeux de l'entreprise, on forme des gens qui sont capables de rebondir sur les nouvelles technologies. Et avec nos échanges, suite à nos échanges et les feedbacks qu'on a pu avoir avec les entreprises, les recruteurs, les tuteurs de stage, au fil des années, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce qui était le plus important pour les entreprises, c'est justement la capacité des stagiaires et ensuite des employés à s'intégrer facilement, c'est-à-dire à ne pas rester une pièce rapportée qui va être là pour résoudre les problèmes techniques. Donc à partir de ce moment-là, on a creusé le sujet et effectivement, par rapport à notre pédagogie, ce qui est le plus important, c'est de former des gens qui sont adaptables. C'est former des gens qui sont capables de rebondir sur de nouvelles choses et de comprendre ce qui se passe dans une entreprise. Donc, on travaille sur 3 grands pans principalement en termes de soft skills. On travaille sur le développement personnel, on travaille sur le développement collectif, donc la communication, mais aussi l'écoute, la capacité également à travailler en équipe avec des gens qui sont également tech, mais surtout avec des gens qui ne le sont pas, c'est-à-dire faire comprendre aux gens ce qu'on fait et comprendre ce dont les gens ont besoin. Et enfin, on travaille également sur le développement professionnel, c'est-à-dire toute cette capacité à rebondir après un échec, notamment, puisque dans les technologies, ça arrive tout le temps, c'est monnaie courante, et il faut être capable justement d'être très très rapidement de nouveau en selle. Très clair. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'enseigner ces sujets? Qu'est-ce qui a fait que vous les avez vus émerger? Et depuis combien de temps vous le faites chez Epitech? Alors ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. On a des relations de confiance avec nos players et les personnes qui vont recruter nos étudiants. On cherche toujours à s'adapter de manière à développer au maximum l'employabilité de nos étudiants. Et donc quand un maître de stage nous dit techniquement impeccable, mais alors qu'est-ce que c'est difficile de les faire participer à une réunion et de les faire s'ouvrir aux autres départements, notre travail, ça a justement été de creuser alors comment on fait pour accompagner les étudiants, en sachant que les soft skills, c'est très difficile à enseigner, ça se transmet plus qu'autre chose, et donc on va travailler par itération, c'est-à-dire qu'on va laisser l'étudiant tester, on va revenir sur sa performance et on va chercher des critères d'amélioration. Donc on ne peut pas transmettre en une conférence, en un cours, une capacité par exemple d'écoute, une capacité d'empathie, c'est un mot que j'ai entendu aussi tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas transmettre en une seule fois. On est obligé d'itérer sur les expériences précédentes et l'entreprise a toute sa place bien sûr là-dedans parce que c'est à partir de l'expérience, notamment en stage, que l'étudiant va découvrir que ah bah oui, je suis plutôt calé techniquement, mais effectivement quand il est question de prendre la parole dans une assemblée pour défendre mon point de vue et expliquer une techno, c'est déjà autre chose. Ok. Et comment, peut-être une question moi par curiosité, comment réagissent les étudiants? Parce que c'est quand même, ils n'imaginent pas forcément être formés là-dessus quand ils arrivent en école, j'imagine. Alors encore une fois, c'est l'entreprise qui fait la différence parce que tant qu'on leur raconte que c'est important, oui, bien sûr, quand ils sont dans l'entreprise, ils s'en rendent réellement compte. Et donc, ils reviennent après le stage avec une demande. Ils sont en demande et c'est à ce moment-là qu'il faut les cueillir parce que c'est à ce moment-là qu'on va réellement pouvoir avoir un impact sur ce qu'on leur transmet, en fait. Ok. Et vous enseignez le sujet dès la première année? Oui, dès le début. Alors, on travaille bien sûr de manière un peu décalée, c'est-à-dire qu'en première année, on va travailler sur la lutte contre la procrastination, la motivation, comment rebondir face à un échec. Ça, ils vont le voir dans leur quotidien, en fait. Une vie d'étudiant, c'est ça, notamment en première année. Dès qu'ils sont en retour de leur premier stage, on va travailler sur comment s'intégrer dans une équipe, le team working, le leadership éventuellement, les capacités d'écoute et d'empathie. Et enfin, quand ils seront de retour de leur deuxième stage, on va insister sur tout ce qui est développement professionnel. Donc au fur et à mesure, on va d'abord attendre qu'ils se frottent aux obstacles, qu'ils aient rencontré le problème, parce qu'ils sont à ce moment-là déjà sensibilisés par la vie réelle. Très clair. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de pouvoir avoir un impact positif sur eux. Ok. Peut-être que finalement le sujet le plus intéressant, c'est pas tant est-ce que les soft skills sont importants ou pas, parce que on a quand même l'intuition que c'est évidemment oui, mais c'est plutôt finalement dans le process de recrutement, de sélection des candidats, comment on va faire pour avoir un candidat qui a les soft skills qui correspondent à ma culture d'entreprise. C'est ce que je vous propose d'évoquer maintenant. Peut-être commencer par la partie culture d'entreprise, marque employeur. Comment vous accompagnez du coup vos clients là-dessus, Damien, pour identifier les enjeux de l'entreprise, sa culture, peut-être ses valeurs d'entreprise, et du coup quels sont les soft skills qu'on met en face et comment surtout on les matérialise et on les retranscrit dans un process de recrutement?
On a beaucoup de clients qui ont l'impression de perdre du temps à rencontrer des candidats, parce qu'ils rencontrent beaucoup de candidats, et ils ont l'impression de ne pas être convaincants parce qu'il y a très peu de candidats qui avancent en process. Et souvent, c'est parce que ces clients ne sont pas clivants dans leur façon de communiquer sur leur culture d'entreprise. Ils essaient de plaire au maximum, alors qu'en fait, en pratique, il y a peut-être que 10% de la population des candidats qui leur correspond, et il vaut mieux faire ressortir leurs différences pour attirer ces 10%-là et qui viennent directement. Donc ça, c'est déjà, on essaie de libérer nos clients en leur disant non mais oui, ok, vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde, vous êtes là pour être clivant, il faut parler de vous, comment vous êtes, d'être transparent sur comment vous êtes dans l'entreprise, et les gens qui vous ressemblent vont être attirés par vous en fait. Tu aurais un exemple d'une valeur chez un de tes clients qui du coup est très discriminante, très segmentante et... Déjà, il y a beaucoup de développeurs qui se mettent la pression sur la qualité du code, tout le monde veut produire le meilleur code, le code le plus parfait, etc. Alors que concrètement, on n'a jamais les moyens de le faire. En fait, l'univers est fini et un projet aussi, donc on n'a jamais les moyens de faire la meilleure performance sur chaque projet. On n'a pas le temps, on n'a pas les ressources humaines. Et donc déjà, il y a des environnements, donc par exemple des équipes très R&D avec de l'opérationnel. Donc je pense à Cityscoot par exemple, où ben oui, les développeurs ils ont dû faire des features et les mettre en prod en 24 heures parce qu'il y avait des gilets jaunes qui étaient en train de dégrader les Champs-Élysées et qu'il fallait permettre aux conducteurs de Cityscoot de sortir les scooters de la zone rouge. Donc ça, c'est les choses où on est sur des développeurs qui n'ont pas le temps forcément de tester, ils n'ont pas 3 semaines pour faire la feature et ils sont sur des fonctionnalités qui sont très recherches, ils ne peuvent pas reprendre des bouts de code qui ont été faits ailleurs, c'est à eux d'inventer de zéro. Et donc ça, effectivement, ils ont un côté un peu casse-cou et c'est ça qu'on leur a conseillé. On leur a conseillé de mettre en avant ce côté casse-cou, la recherche opérationnelle, un environnement de travail qui est très exigeant et qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui va attirer des bonnes personnes, quoi. Très clair. Chez Consulting RH, comment vous travaillez avec vos clients cette partie culture d'entreprise et comment on la retranscrit dans une recherche de candidats? Alors un petit complément d'information, parce que souvent on oppose hard skills et soft skills, Oui. les deux sont complémentaires. Donc c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est que ça a toujours existé. Voilà. Sauf qu'à l'heure actuelle, on est plutôt sur du comportement pour pallier à ce que j'ai dit tout à l'heure, une pénurie de compétences. Donc comment on fait avec nos clients pour travailler sur cette mécanique de soft skills qui est hyper subjective, hein, parce que rendre parler de valeurs, c'est quand même compliqué. Hein. Toutes les sociétés ont des valeurs, mais c'est pas toujours les mêmes. Donc, ce qu'on fait, en fait, le point de départ dans un recrutement, pour moi, le plus important, c'est déjà bien définir ce qu'on appelle le cahier des charges, le besoin. Voilà. Donc, le besoin, il peut être assez fait facilement d'un point de vue technique. Hein. On veut telle compétence, tel comportement, enfin, telle compétence, telle certification, etc. Le plus compliqué, c'est de définir réellement de manière concrète, hein, et là, c'est plus subjectif, ce que sont les soft skills. Donc il y a une technique en fait qui est très simple, hein, c'est potentiellement réunir les gens de l'équipe, voilà, sur lequel il y a un poste à pouvoir et les faire parler. Donc c'est quoi pour vous les traits de comportement qui font que on peut réussir chez vous? Voilà. Donc au sein d'une équipe, ils vont se dire bah oui, c'est ça, c'est le courage, c'est le travail, c'est ceci, cela. Donc le nerf de la guerre, c'est de faire travailler en mode collaboratif, tout simplement l'équipe dans laquelle la personne va arriver. Ensuite, ils vont définir un certain nombre de soft skills, hein, empathie, on va dire le stress, ne plus avoir de stress, etc. Et les faire travailler sur un questionnement, donc une phase découverte, comme une démarche commerciale, qui va inciter en fait à poser les bonnes questions. Donc le sens du travail, par exemple, le soft skills, ce sont les valeurs. Eh ben, essayons de définir par un certain nombre de questions quelles sont les valeurs. Et ce sont des questions qui pourraient être ensuite posées tout simplement aux candidats. Donc vraiment, il faut rentrer du subjectif au concret, il faut faire travailler les équipes par rapport à ça et il faut les faire écrire. Moi, je crois beaucoup à la force de l'écrit. L'écrit force à prendre du recul, ça vous force en fait à vraiment rendre objectif quelque chose qui est purement immatériel. Et ensuite, vous avez également d'autres outils, hein, il y a des tests comportementaux qui existent, qui peuvent tout simplement apporter des faisceaux d'indices complémentaires. Mais le nerf de la guerre, c'est de rendre objectif quelque chose qui est purement subjectif, mais il faut faire travailler les équipes. Très clair. Et Karl, peut-être chez Monster, et notamment dans la façon dont vous accompagnez vos clients à rédiger les annonces, est-ce que du coup maintenant il y a une partie entre guillemets soft skills, enfin compétences en savoir-être recherchées au-delà de la description technique de la fiche de poste? Alors, rien que dans la fiche de poste, on peut voir, si on regarde des annonces Monster parues il y a 10 ans et celles d'aujourd'hui, on verra que la partie soft skills est bien largement remontée en haut de l'annonce pour valoriser justement cette partie-là et essayer d'identifier rapidement les bons candidats. En tout cas, que les candidats puissent se projeter en disant, bah tiens, c'est moi.
sur cette partie-là. Oui, je voulais rebondir sur effectivement le fait d'objectiver. C'est super important parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision de la valeur de sa boîte, enfin des valeurs de son entreprise. Et puis surtout, ce que nous on conseille à nos clients de faire, c'est vraiment de se poser la question de qui ils sont, effectivement. Parce que je prends souvent cet exemple-là, par exemple, quand on veut chercher un acheteur en grande distribution, on va se dire, on va chercher un profil de quelqu'un qui va avoir une capacité de négociation, qui saura argumenter, etc. Oui, dans l'absolu, c'est vrai, mais on cherchera pas du tout le même profil selon qu'on soit un hard discounter, selon qu'on soit le bon marché, par exemple, à Paris, selon qu'on soit une petite boutique bio, locavore, enfin, ou un réseau de boutiques bio, locavore, ce genre de choses. On va pas chercher du tout le même profil de sales, enfin ou d'acheteurs, plutôt. Donc, effectivement, se poser cette question-là. Dans le premier cas, par exemple, on va prendre quelqu'un qui aura effectivement une capacité de négociation très forte, qui va aller chercher des prix, parce qu'il sera finalement dans l'ADN de sa boîte, de son hard discounter. Dans le second, on va prendre quelqu'un qui va être capable d'aller chercher des produits qui vont différencier la gamme, qui seront à peu près uniques ou en tout cas très innovants. On va prendre dans le dernier cas un acheteur qui aura lui plutôt des compétences pour entretenir sur le long terme une relation avec des fournisseurs, pour les fidéliser, parce que ce sera ça le nerf de la guerre pour lui, en tout cas pour sa marque. Donc à poste égal, évidemment, on ne prendra pas du tout la même personne selon son ADN finalement, quoi. Ok. En revanche, il doit y avoir des soft skills qui ressortent pour des typologies de métiers, par exemple un commerciaux, un technique, etc. Les soft skills attendus sont peut-être pas les mêmes. Il doit y avoir des grandes typologies selon les familles de métiers. Oui, effectivement, il y a quand même des typologies. On va chercher un commercial, par exemple, qui aura effectivement un minimum le sens de l'argumentation, un minimum le sens de l'écoute, évidemment. Mais encore une fois, les comportements observables seront différents d'une structure à l'autre. Ok, très clair. Claudia, peut-être que vous voulez rebondir là-dessus, sur le fait que, Epitech, vous formez des gens qui vont quand même avoir des débouchés assez vastes. Et comment vous travaillez avec les étudiants sur qui ils sont et dans quelles entreprises ils ont envie de travailler au-delà du savoir-être Alors c'est intéressant justement ce que tu viens de dire, qui ils sont. On développe depuis quelques temps, au-delà de la typique évaluation du tuteur ou du maître de stage envers l'étudiant, le même questionnaire d'auto-évaluation pour l'étudiant. Et ensuite, on aime demander à l'étudiant de comparer sa propre évaluation de lui-même et ce que le maître de stage a pu en dire. Parfois, on observe assez régulièrement, notamment chez les jeunes en stage ou nouvellement arrivés dans le monde du travail, une distorsion de ce qu'ils perçoivent comme étant la réalité. C'est-à-dire, ils pensent parfois être très bons dans certaines choses. Ça n'est pas nécessairement le cas de manière observable de la part de l'employeur. Et inversement, et ça nous permet à ce moment-là de valoriser très fort l'étudiant, ils pensent parfois être assez faiblards dans certaines choses, là où au contraire, ils ont probablement des billes et des cartes à jouer et des choses à mettre en avant lors des recrutements d'embauche. Donc nous, on travaille sous forme d'ateliers. Tous nos ateliers sont interpromos, c'est-à-dire qu'on mélange les étudiants des différentes années. On est intimement convaincus qu'il n'y a pas un âge spécifique pour apprendre à gérer son stress ou travailler en équipe. On pense que des étudiants de première année mélangés avec des étudiants de troisième année, chacun peut trouver quelque chose d'intéressant. Et ça permet d'enrichir les échanges, justement. Donc on travaille toujours sous forme d'ateliers, jamais sous forme de cours théoriques. On les met en situation et on leur demande systématiquement de venir apporter une expérience, un vécu. Ça permet de faire rentrer l'entreprise dans l'école et d'éplucher des situations qui sont extrêmement concrètes, en fait. Très clair. Et du coup, le sujet qui émerge, c'est la question, une fois qu'on a recruté quelqu'un, comment on fait le progresser et comment on évalue le fait qu'il a des soft skills attendus qui correspondent à ce que souhaite l'entreprise. Ça, Karl, quel conseil on peut donner pour un manager ou un dirigeant, que ce soit d'une petite ou d'une grande entreprise, pour
au fil du temps, s'assurer qu'il y ait une certaine homogénéité des comportements dans l'entreprise, ou en tout cas des comportements qui étaient attendus? Déjà, c'est de mettre en place un suivi de cette évaluation-là, et c'est pas le cas partout. Je le disais tout à l'heure, dans les petites entreprises, on peut les moyens finalement d'accompagner les salariés sur ce chemin-là. Les plus grandes ont plus les moyens. Donc, c'est mettre en place déjà régulièrement un point avec le collaborateur, identifier ensemble les soft skills qui méritent d'être améliorés et mettre en place en face un plan pour les développer en faisant appel à la formation, en faisant appel aussi à d'autres compétences en interne de personnes tuteurs ou tutrices plutôt qui peuvent accompagner justement les collaborateurs dans cette progression-là. Nous, on accompagne principalement les recruteurs sur l'identification, c'est-à-dire quels soft skills vous allez devoir rechercher et comment est-ce que vous allez être en mesure de les identifier et de les trouver chez les candidats. Une fois dans l'entreprise, on constate le plus souvent effectivement que c'est un sujet qui est plus compliqué dans les petites entreprises que dans les plus grandes, forcément. Okay. Peut-être que vous avez des bonnes pratiques à nous partager ou des retours d'expérience? Je pense que la formalisation de la culture de l'entreprise, déjà, c'est super important. Et reconnaître les soft skills des collaborateurs, ça se fait. Je suis un peu choqué par la notion comme quoi les grandes entreprises auraient plus le temps ou les moyens de le faire. Moi, je pense qu'un dirigeant de PME, il doit prendre le temps avec ses collaborateurs de reconnaître leurs soft skills. Il doit prendre le temps avec chacun de ses collaborateurs. En tant que dirigeant, le management, ça me prend 10 à 15 heures par mois. Et je l'ai fait avec sérieux et application. Je reconnais chacun de mes collaborateurs dans leurs soft skills, leur progression. Et la culture d'entreprise, on l'a formalisée tous ensemble sur un one-pager qu'on est capable de présenter dès l'entretien avec un candidat. Et ça nous permet de suivre, est-ce que les collaborateurs vont dans le bon sens? Est-ce qu'on s'éloigne par moment de cette culture d'entreprise qu'on a formalisée? Donc la formalisation, comme tu disais Laurent tout à l'heure, c'est un élément clé. La forme de la formalisation peut changer pour les entreprises. Oui, effectivement, il faudrait que ce soit plus souvent le cas, mais malheureusement, on a constaté que ça n'était pas suffisamment. Mais oui, plus l'entreprise est petite, plus on a besoin de valider que chaque membre à bord de l'aventure soit en mesure d'accompagner sa croissance en s'améliorant lui-même sur ces aspects-là. Et donc de monitorer tout ça, c'est d'autant plus important. Mais les chiffres ont parlé, et malheureusement, les petites entreprises, beaucoup moins que les grandes, accompagnent la montée en compétences de leurs collaborateurs et misent beaucoup plus, du coup, sur la détection à l'entrée dans l'entreprise. Peut-être que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur, Karl, sur le... Oui, l'évaluation des soft skills trouve-t-elle sa place au sein des évaluations annuelles des collaboratrices? On passe de 92% dans les grandes entreprises à 73% dans les TPE-PME, qui confirme que ça a sa place au sein des évaluations annuelles des collaborateurs. Ça, c'est un des éléments. Avez-vous mis en place un module de formation pour développer les soft skills de vos collaborateurs? On passe de 52% dans les grandes entreprises qui disent oui depuis plusieurs années ou oui depuis cette année, versus 16,9% dans les TPE et PME. Donc le gap est quand même énorme. Oui, d'accord. Donc effectivement, accompagner les petites entreprises dans cet effort-là pour les faire accélérer aussi. Oui, et leur faire prendre conscience que ce n'est pas que au moment du recrutement, mais dans la durée. Damien, chez We Love Devs, vous faites ça à quelle fréquence? Et peut-être que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur, combien vous êtes et comment... toi, tu cherches à recruter pour ton entreprise? Du coup, nous, on ne fait pas d'entretien annuel, effectivement. Par contre, tous les 2-3 mois, pour moi, c'est plus... En vrai, je pense que le management a pour vocation de faire grandir les soft skills des collaborateurs. On n'a pas besoin de mettre en place des modules de formation pour le faire. On n'a effectivement même pas les moyens de le faire. Mais je dirais entre 1 à 3 mois en fonction des collaborateurs, en fonction de comment ils évoluent. Il y a des collaborateurs qui vont rester plus longtemps dans l'entreprise, donc on le fait de manière plus espacée. Il y a d'autres collaborateurs où il y a un vrai sujet et eux, ils veulent travailler, donc on le fait plus tous les mois. Ok, très clair. Un petit complément d'information, puisque ce travail sur les soft skills doit être fait hyper régulièrement. Moi j'ai une petite équipe, on est 14 personnes, sauf qu'au fur et à mesure les gens changent, évoluent, ont des aspirations différentes et la société évolue en fonction de ses objectifs et des orientations qu'on va prendre. Donc ce travail d'objectiver en fait des éléments qui sont purement subjectifs, que sont les soft skills, on doit faire l'effort de prendre du recul, j'en suis intimement convaincu, au moins tous les 6 mois.
Il faut faire un effort de fond au début pour bien définir, objectiver, questionner pour avoir une trame en fait, qui soit réellement bien plus concrète que la simple notion de valeur. Mais cet effort-là, on doit le faire tous les 6 mois. Parce que les gens changent, parce que leurs aspirations changent, parce qu'on passe à côté de choses, parce que, etc. etc. Et le problème de toute société, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une petite ou une grosse société, c'est le quotidien et les habitudes. Voilà. Et le rôle du manager de proximité, hein, je parle de proximité, c'est vraiment prendre en compte le fait que rien n'est acquis, tout est évolue, y compris de soi-même. Donc il faut faire cet effort-là de se poser une demi-heure, 1 heure tous les 6 mois pour reposer le cadre, d'organiser des réunions avec des équipes qui peuvent durer une demi-heure, hein, il n'en faut pas plus par rapport à ça, pour faire en sorte que ces critères-là évoluent. Et on revient sur la notion de hard skills, soft skills. Hard skills, c'est la longue durée, soft skills, c'est la très courte durée. Donc il faut faire cet effort-là. Très très clair. Peut-être qu'on peut passer maintenant à des notions plus pour les startups, parce qu'il y a beaucoup de startups donc, qui vont pitcher dans quelques instants, qui nous regardent, qui n'ont pas forcément encore fait de recrutement. Ça va être un sujet qui va être dans les mois ou années qui viennent. Comment, quand on est une startup, finalement, et qu'on doit faire ses premiers recrutements, à la fois d'un point de vue culture d'entreprise, quelles seraient un peu les bonnes pratiques à faire pour définir les soft skills qu'on recherche, qui correspondent au projet de boîte qu'on souhaite, et puis comment on le retranscrit dans des offres de recrutement. Et ensuite, Claudien, peut-être qu'on vous écoutera pour séduire des nouveaux collaborateurs fraîchement formés ou diplômés. Je ne sais pas qui veut commencer. Nous, on utilise des grilles d'évaluation, des matrices à 5 points qui sont inspirées de The Hay Method for Hiring de GeoSmart. Donc c'est 5 en une phrase, 5 points, 5 critères. Ce collaborateur il doit être capable d'utiliser telle technologie. Ce collaborateur il doit être capable de faire preuve d'empathie parce que nos clients c'est des RH et donc il faut démarrer un rapport avec eux sinon ils n'achèteront pas. Ces 5 points-là, et à chaque entretien, à chaque interrogateur, il connaît bien cette grille. Dans l'absolu, on devrait même être capable de la montrer au candidat au début. Et on se met dans une posture où on n'évalue pas le candidat, on évalue la distance entre le candidat et le poste. Et en fait, ça, c'est des méthodes qui sont très simples à mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel du recrutement pour le faire. Et ça permet de pouvoir dire de manière très pragmatique pourquoi on prend le candidat 1 ou le candidat 2. Et ça, on peut le faire dès la première embauche. Et donc ça, vous le faites pour vous, mais vous conseillez chacun de vos clients de mettre en place cette typologie de grille. Ok. En fait, s'ils ne l'ont pas fait, il y a des chances que le recrutement soit un échec, dans la mesure où les collaborateurs en interne ne sont pas forcément alignés sur quel est le bon collaborateur qui doit rejoindre l'équipe. Et il faut la refaire pour chaque poste, et nous on l'a fait même pour le moindre stagiaire, il faut la refaire, et on la refait à chaque fois, même si c'est le même stagiaire qu'il y a 6 mois. Très, 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 très intéressant. J'ai un petit complément d'information, puisque nous on travaille sur ces thématiques-là avec une marque qui s'appelle Recrutement Startup, justement. Déjà, le point de départ par rapport aux startups, c'est déjà les dirigeants et les fondateurs. Quand on est une petite société, on va tous démarrer, Damien, toi c'est pareil, hein, on démarre tout seul, on embauche une première personne, on est associé. On ne peut pas se tromper sur les premiers recrutements. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas la trésorerie, on n'a pas les moyens. Ça risque de mettre une ambiance qui soit pas forcément top pour bosser. Donc on ne peut pas se tromper sur la qualité de recrutement, tant d'un point de vue des compétences techniques, pour ça qu'on embauche quand même, hein, mais aussi sur les compétences comportementales. Mais déjà, le premier travail passe par les dirigeants. Et ça, il y a un gros souci. Ils ne savent pas souvent, ils ont un projet, ils savent d'où ils viennent, mais ils ne savent pas réellement qui ils sont. Quelles sont leurs valeurs, quels sont les traits de comportement qui vont faire que dans ma société, une personne extérieure va réussir à intégrer le cercle et perdurer et obtenir des résultats. L'enjeu, c'est quand même de créer une boîte à notre image, ou en tout cas, oui. Pas créer une boîte qui nous ressemble pas. Oui, mais pas totalement à notre image. C'est-à-dire qu'il faut réussir à dépersonnaliser la société de ses dirigeants. Donc il faut déterminer un certain nombre de critères, de valeurs, ce qu'on appelle soft skills. Hein. Il y a différents outils comme Monster qui existent ou d'autres. Hein. Ça, c'est assez évident. Mais derrière, il faut en prendre en compte en dépersonnalisant également ces notions-là, parce que toutes les personnes ne sont pas comme nous. C'est ça. Et puis l'entreprise, elle va nous survivre. Moi, je ne serai pas toujours dans l'entreprise que je crée aujourd'hui. Elle va continuer à avoir des clients, elle va continuer à avoir des investisseurs, elle va continuer à avoir des collaborateurs. Donc on ne peut pas résumer l'entreprise aux fondateurs. Mais il faut reconnaître quelle est l'influence des collaborateurs, des fondateurs sur l'entreprise pour pouvoir la développer au-delà. Très clair. Et Karl, peut-être comment du coup on formalise tout ça quand on fait nos premières annonces de recrutement en tant que start-up? Quelles sont les grandes peut-être guidelines à suivre?
C'est effectivement faire en sorte qu'à la lecture de l'annonce, on puisse se rendre compte de l'état d'esprit déjà, de base, et en particulier des fondateurs qui ont la clé finalement de l'état d'esprit de l'entreprise en question. Donc ça, c'est très utile, faire en sorte que rapidement on puisse identifier tout ça, que ça émerge. Et puis, chez Monster, en l'occurrence, on a décidé d'aller plus loin là-dessus et on donne la parole aussi aux recruteurs à travers d'annonces vidéo qui sont aujourd'hui disponibles pour chacun et sans un euro supplémentaire, et où on est en mesure justement de pouvoir parler et mettre un gros focus sur ces aspects-là. Donc c'est un moyen aussi, comme tu le disais, de s'exposer sur ces aspects-là pour faire venir les gens qui sont réceptifs à ce message-là. Donc sortir du bois, être clair par rapport à ça, et effectivement, naturellement, on verra arriver des gens qui sont en lien avec cette culture d'entreprise et avec le défi qui lui sera posé. Très clair. Et Claudia, donc peut-être pour regarder l'autre côté du spectre, quels sont les retours des étudiants sur les sociétés qui les attirent, les façons dont ils aiment être contactés, peut-être, tout ce qui pourrait donner envie aux étudiants d'aller bosser dans telle ou telle boîte, au-delà du coup des compétences. Alors, c'est dans une vision un peu manichéenne qu'ont parfois les jeunes qui débarquent dans le marché du travail. C'est la plupart du temps les hard skills qui sont la clé la plus simple. C'est-à-dire que je montre ce que je sais faire et je vais pouvoir être recruté rapidement et avec un bon salaire, etc. Par contre, très clairement, ils s'aperçoivent rapidement que les soft skills, ça va être la clé de l'évolution au sein d'une entreprise. Ça va être la clé de la fidélisation également de la part de l'employeur, qui va pouvoir justement former, proposer de la formation ou mettre en avant certains aspects de soft skills qui vont permettre à l'étudiant stagiaire, ensuite jeune recruté, d'évoluer au sein de la structure. Et c'est un peu éclusé comme image, mais ça reste néanmoins quand même très très réel. De plus en plus, les jeunes souhaitent donner du sens à ce qu'ils font, ne souhaitent pas nécessairement courir toujours après le salaire. Et dans cette optique-là, les soft skills prennent vraiment toute leur place parce que ça va leur permettre de se développer de manière horizontale et pas seulement vers le haut. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort. De nouveau, rien ne résiste au test de la réalité, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas quelque chose, il va y avoir un besoin. En fait, on ne va pas leur proposer quelque chose ex nihilo, mais répondre à un besoin de formation qu'ils ont. Le plus simple, c'est encore qu'ils se trompent, qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent pas faire, pour ensuite pouvoir, dans les meilleures conditions, leur proposer quelque chose pour grandir. Et vous avez des actions pour mettre en relation directement des acteurs de l'écosystème avec vos étudiants ou des initiatives, je ne sais pas, des forums ou des... Alors on a toutes sortes de forums, on invite également de manière très régulière les entreprises au sein de l'école. On souhaite que l'entreprise soit au centre de l'écosystème de nos étudiants pour qu'ils se rendent compte que s'ils sont en train de se préparer, c'est se préparer à quelque chose de particulier. En réalité, on ne peut pas préparer des étudiants dans l'absolu. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront les bases, ils vont eux-mêmes construire leur cursus avec un objectif. On travaille par compétences et on essaye aussi d'inculquer à l'étudiant cette capacité de comprendre qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est-à-dire que même quand on pense avoir toutes les compétences nécessaires pour la prise de parole en public, par exemple, c'est très bien, mais on peut probablement encore améliorer, on peut diversifier. Et il y a aussi quelque chose de très important chez nous, c'est la transmission à d'autres personnes. Donc au sein de l'école entre étudiants, de promotion plus élevée vers les nouveaux, et également au sein de l'entreprise, la capacité à transmettre toutes sortes de connaissances et de compétences. Très clair. Concrètement, est-ce que vous mettez en place dans les recrutements que vous faites des tests pour peut-être tester certaines soft skills, soit au cours de recrutement, à un moment, je sais que les entretiens de groupe étaient à la mode, ou peut-être dans les premiers jours de travail, d'essayer de voir comment les candidats ou le recruté réagit et ce qui se font bien dans la culture de l'entreprise? Oui, forcément, puisqu'on n'a pas le choix. Donc là-dessus, on sait très bien qu'on va embaucher une personne sur les compétences, mais sur un certain nombre de critères, on va dire, comportementaux, donc des soft skills. Donc on n'a pas d'autre choix que de faire passer des tests pour avoir un minimum, je suis juriste, de faisceaux d'indices qui vont nous apporter la preuve que la personne potentiellement peut y arriver.
Je dis potentiellement que, hein, parce que ça reste quand même subjectif. Hein. Il n'y a pas de science, c'est pas scientifique par rapport à ça. Donc on n'a pas d'autre choix en fait que de mettre en place un certain nombre d'évaluations par rapport à des tests qui existent sur le marché. 2, la mise en situation peut marcher très bien aussi. Moi je crois beaucoup à la force de la preuve entre je sais le faire et tu vas me le montrer. Là, c'est pas un test, hein, tu vas me le montrer comment tu fais. Un simple entretien, c'est facile par rapport à ça. Donc moi, je crois énormément à la mise en situation, le fait de faire rencontrer les équipes pour savoir si ça va matcher ou pas, parce qu'on a oublié un critère aussi qui est très important dans la notion de soft skills, et moi, je fais particulièrement attention à ça, c'est la capacité d'adaptation d'un individu à l'environnement. Damien, toi, tu es dans les profils plutôt techniques. On peut avoir le meilleur développeur, le meilleur profil, mais sauf qu'on n'est pas tous câblés pour bosser dans telle société ou telle société. Donc, mise en situation, il faut faire. Et c'est pas très compliqué. Des tests en ligne comme Monster ou d'autres, c'est pas très compliqué. Ça vous donne au moins des faisceaux d'indices et ça vous rassure un certain nombre d'éléments. Et enfin, 3, c'est aussi faire rencontrer les collègues de l'équipe qui vont vous dire tout de suite attention, ça je le sens pas, ou attention, il y a peut-être un truc à détecter. Et là, ça vous donne un minimum en fait de certitude, en plus de l'évaluation technique que sur la partie plus classique. L'évaluation par les pairs, ça marche beaucoup. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une grille de critères qui soit claire. Et donc de faire en sorte que le candidat vienne sur une demi-journée, 2 heures, et que le maximum de collaborateurs qui vont être ses rapports directs puissent le rencontrer, et que chacun livre une grille d'évaluation et dise moi j'ai reconnu ça, j'ai vu ça. Et s'il y a 3 collaborateurs qui reconnaissent de l'empathie chez le candidat, on est quasiment certain qu'il en fera preuve ensuite, quoi. Puis il faut se détendre, il y a une période d'essai aussi. Oui, c'est ce que nous disait Erwan de Fly the Nest, donc, qui est intervenu sur la même table ronde, mais à Nantes, que lui, il considérait finalement que la période d'essai servait à ça et que généralement, on peut se faire une idée finalement assez rapidement pendant la période d'essai. Et il rappelait que Michelin faisait ça traditionnellement depuis des années. Dès qu'on intègre quelqu'un, il part à l'usine pendant quelques semaines et on a un retour direct de la part de tout un tas de profils très différents de l'entreprise pour voir si ça match ou pas, quoi. Est-ce que le fait de prendre les recommandations des anciens employeurs ou anciens professeurs ou intervenants joue toujours un rôle dans la façon de recruter? Est-ce que c'est toujours une pratique qui est existante? Surtout, il faut toujours demander la permission du candidat avant de le faire, ou le prévenir, parce qu'il y a beaucoup de... en plus, on travaille avec des SS2I, donc les SS2I font beaucoup de prises de références sauvages, et ça, c'est formellement interdit. Est-ce que c'est utile? Je sais que moi, quand j'ai été recruté, j'ai aidé mon futur employeur à prendre contact avec mes anciens associés ou collaborateurs pour avoir des feedbacks, et que j'étais moi-même intéressé par les réponses. Donc, je pense que c'est une bonne pratique. Après, c'est vraiment un coût en termes de temps, et ça se fait pas de manière très synchrone, donc ça peut rajouter un coût dans le processus de recrutement. Je vais aller dans ton sens, c'est un plus. Ça, dans le processus de recrutement, recruter, c'est plusieurs étapes, c'est 6 étapes différentes. Hein. C'est définir le besoin, c'est rechercher, identifier, ensuite c'est évaluer, et ensuite c'est avoir des preuves de. Voilà. Dans les faisceaux de preuves qu'on doit avoir avec la mise en situation, les tests, etc., le contrôle de rêve peut être un plus. Moi, avec le recul, hein, puisqu'on gère pas mal de postes, on va dire que dans 70% des cas, c'est positif. Et il y a 30% des cas où il faut faire attention, parce que de temps en temps, ça s'est peut-être mal passé lorsqu'on est sorti d'une société, hein, ça peut arriver. Hein, et de temps en temps, le contrôle de rêve peut être mal orienté, au risque de perdre aussi potentiellement un bon candidat pour une société. Donc il faut toujours prendre du recul. Je pense que c'est important, mais prendre du recul, mais surtout, et je te rejoins, en toute légalité. On n'a pas le droit sans demander l'autorisation du candidat. Donc déjà, ça, c'est un indice. Si le candidat vous dit... Sur 5 expériences, mais là, oui, mais je suis pas en contact, j'ai plus rien, et nanana, commence à me méfier déjà. Si spontanément il nous livre un contact, non, pas de souci, allez-y, il n'y a pas de problème, là, ça me rassure déjà. Donc c'est déjà une première preuve. Là, en ce moment, je fais des enquêtes auprès d'entrepreneurs pour Syntec pour voir quels sont les besoins en recrutement des startups et en quoi ils se différencient des acteurs classiques du numérique. Et sur 2 entrepreneurs, les 2, sur leurs 12 premiers recrutements, ils en ont 3 qui sont déjà partis. Alors, un parce que ça s'est mal passé, un sur les 3, et les 2 autres parce que au bout de 2 ans, ils sont partis, parce que en fait, contrairement à ce qu'on pense, les collaborateurs qui sont bien sur les 3 premières années, c'est pas les mêmes qui seront bien dans la boîte ensuite, et donc il y a énormément de turnover, c'est quasiment 20% sur des petites échelles, quoi. Voilà. Très clair. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, Claudia ou Karl. On va peut-être prendre quelques questions, s'il y en a, un petit peu plus que... Damien, tu as le droit de toujours de poser des questions, mais... Sur les banques.
On a une question là-bas. Je ne sais pas où est passé l'autre micro. Il est là. Merci. Dans une situation de plein emploi, comme il y a en France actuellement dans le domaine notamment du digital, est-ce que, surtout l'abondance d'offres de freelance, est-ce que votre métier évolue en accompagnant les entreprises à la recherche de freelance? Je réponds, tu réponds après? Bon, on va répondre tous les deux. Oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sur un marché ou sur des marchés en plein emploi, il faut faire fi du statut de collaboration. Que ce soit CDD, CDI et tout ce que vous voulez. En fait, on cherche avant tout une compétence et des valeurs qui vont faire en sorte que ça colle. Donc là-dessus, oui, forcément, on n'a pas le choix que d'aller dans ce sens-là, mais de changer aussi notre méthode d'approche. On ne va pas approcher un freelance, techniquement l'approche d'un freelance est identique à un collaborateur en CDI, CDD, sauf que la manière de susciter son intérêt, son engagement et d'apporter vers une collaboration, on va dire plutôt de chef d'entreprise à chef d'entreprise, l'approche est totalement, l'approche est différente. Donc il faut professionnaliser la démarche d'approche, ce ne sont plus des candidats, mais en face des homologues et des professionnels. Il faut aussi accompagner les deux parties vers un terrain d'entente qui vont faire que ça va coller sur une certaine durée, y compris aussi, s'il le faut, les accompagner sur la négociation des honoraires, hein, ça fait partie du jeu, et d'être dans une démarche, on va dire, beaucoup plus B2B que B2C, comme on le fait habituellement en recrutement classique. Je te laisse la parole. Ouais, du coup, nous, on ne le fait pas du tout, parce que, effectivement, comme tu disais, c'est un autre métier. Il y a des gens qui sont porteurs commerciaux, qui font du portage salarial, qui sont des acteurs établis. Dans la région, c'est In-Situ IT, Espace Freelance, Rhizome, il y en a vraiment un paquet. Et ils font ce métier super bien. Et nous, quand un candidat vient nous voir et nous dit j'ai envie d'être freelance, on leur dit franchement, c'est pas notre métier, je te recommande telle boîte, telle boîte, telle boîte, avec tel dirigeant, ils sont vraiment fantastiques. Mais nous, c'est pas notre métier. D'un autre côté, on travaille avec les entreprises sur leur attractivité, et être attractif pour les candidats qui veulent être en CDI, c'est aussi être attractif pour les freelances. Après, il faut bien voir que le freelance, c'est pas un collaborateur, c'est un prestataire. Donc il dépend de la direction des achats, il ne dépend pas de la DRH. C'est vraiment un sous-cas. Et sur les développeurs, il faut bien voir quand même que les développeurs n'ont pas nécessairement besoin d'être en freelance. Si tu es célibataire à 35 ans, être freelance, ça te plaît. Si tu as 3 enfants et un prêt, le CDI c'est cool toujours. Et sur nos métiers, donc dans le métier de développeur sur le numérique, en fait, les freelances, c'est quand même l'épaisseur du trait, quoi, dans la masse salariale, dans la force de travail. Karl, peut-être que tu peux nous partager comment vous gérez le recrutement de ces freelances, si il y a des annonces sur Monster qui sont postées pour des freelances. Alors c'est très marginal, hein. C'est très marginal, et effectivement on se rend compte que les clients qui viennent chez nous chercher des profils IT cherchent principalement aujourd'hui encore des personnes en CDI, en CDD, quoi. Enfin surtout en CDI, et très peu de freelance chez Monster aujourd'hui. Ouais. D'accord. Et Claudia, peut-être, qu'est-ce que vous ressentez chez vos étudiants, et encore une volonté de chercher un CDI pour commencer, ou finalement être freelance, ça leur convient bien aussi? Alors nous, on a, au cours de leurs études, on a jusqu'à 18% d'étudiants qui créent leur petite boîte pour commencer à travailler. On en a de mémoire entre 10 et 12% qui la continuent suite à leurs études. Ce qu'on constate parfois, et je ne dirais pas de plus en plus parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête, c'est qu'ils commencent parfois par le salariat dans un premier temps, pour ensuite, quand ils ont une idée plus nette de ce qu'ils ont envie de faire, se mettre à leur propre compte. Donc c'est plus rarement, contrairement à ce qu'on a pu voir il y a quelques années, la première porte d'entrée. C'est plutôt en deuxième intention, lorsqu'ils ont fait un petit peu le tour et qu'ils savent exactement ce qu'ils cherchent. Et la proportion qui se lance directement dans l'entrepreneuriat? Alors nous, on a, c'est peut-être un peu biaisé parce que systématiquement, au cours de la 4e et 5e année, les étudiants lancent tous leurs projets. Ils sont obligés de passer par toutes les étapes d'une création d'entreprise. D'accord. On veut qu'ils aient cette compétence de pouvoir retomber sur leurs pattes au besoin. Et donc, ils vont automatiquement être amenés à en créer une. À la fin de leurs études, ils peuvent s'arrêter, c'est-à-dire le considérer comme un projet d'études, ou alors continuer à le développer comme une entreprise à part entière. Et donc on est sur un petit 15% d'étudiants qui continuent leur projet. D'accord. Tu connais PrestaShop ou Docker? Tu connais forcément PrestaShop ou Docker qui ont été créés par des anciens Epitech. Et je pense que PrestaShop c'était même pendant le projet. Tout à fait. Et Docker c'est juste après, non? Les De beaux Epitech sont exemples. connus pour être des grands entrepreneurs du numérique. Hein, quand même. Ok. À Nantes, je savais, mais pas. Peut-être on a d'autres questions? Non?
Ok, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose. Oui, pour revenir sur la notion de soft skills, pour moi, c'est le principal enjeu à l'heure actuelle. Il faut vraiment, comme on l'a dit, se forcer à objectiver, définir la notion de soft skills. Et pour moi, il y a deux intérêts. Un, pour les TPE, les petites sociétés, elles ont plein de belles choses à dire. Moi, quand je regarde les annonces sur Monster de temps en temps, c'est toujours les mêmes, quoi. Notre société leader ce marché, gna 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 gna. Quand on a une TPE, on a plein d'arguments à faire valoir, donc il faut être authentique, transparent. Notre société de 4 personnes en croissance sur tel marché, etc. Nos valeurs sont telles, tac, 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 tac. Au moins, on donne du contenu, on peut assez facilement se démarquer par rapport à d'autres sociétés. Et le deuxième principal enjeu, pour moi, c'est aussi pour les grosses sociétés sur des marchés fermés, par exemple le secteur bancaire. Le secteur bancaire, on va dire, c'est un marché fermé, on recrute toujours à peu près les mêmes personnes. C'est toujours à peu près les mêmes par rapport à ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, avec les dispositifs sur le marché, on ne peut pas pourvoir à l'ensemble des postes. Donc elles n'ont pas d'autre choix, et ça c'est des dispositifs de reconversion sur lesquels on a déjà travaillé, de faire appel à une matière qui n'est pas issue du secteur bancaire et qui va intégrer et être formée pour arriver sur ces métiers-là. Et là, forcément, ça passe par les soft skills sur des notions qui sont beaucoup plus objectives que j'ai tel diplôme, tel cursus, etc. Donc c'est vraiment deux enjeux sur des marchés fermés et pour les petites sociétés pour se démarquer. J'ai un témoignage qui était du CIC Ouest, donc, qui est aussi partenaire de l'édition à Nantes. Et le président, le directeur du CIC Ouest disait qu'ils recrutent de plus en plus de profils pour les personnes en agence qui viennent de la restauration. Parce qu'ils ont une posture de service, de disponibilité et qu'il y avait un vrai shift entre guillemets qui s'opérait et ils recherchaient des soft skills parce qu'ils peuvent former maintenant plus facilement et surtout de manière beaucoup plus on va dire régulière leurs collaborateurs parce qu'ils utilisent des outils qui changent de plus en plus quand ils sont en agence. Eh bien, merci beaucoup.